Bon, je suis avec Claire Borg, qui est notre directrice générale adjointe des services, et puis Thibaut Renard, qui est le directeur des services urbanisme. Alors, on est toujours en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? On sent un petit peu d'interrogation de la population par rapport à ce grand projet qui est le lotissement. Donc, il nous a semblé que peut-être c'était le moment de faire un point et d'expliquer un petit peu pourquoi et tenant aboutissant de ce projet. Donc moi je voudrais faire un peu d'historique. Le lotissement de la Rectorie, qui était une ZAC au départ, est un lotissement qui date des années 84 et 85, à l'époque de M. Red, mandat dans lequel j'étais adjoint au maire, et c'est un dossier que j'ai suivi particulièrement. C'est un dossier qui concerne ces terrains, voilà, ils sont ici, voilà, c'est la totalité de ces terrains, ici, voilà, qui étaient des terrains à urbaniser. C'est un lotissement, une ZAC, qui a été fait en 3 tranches. La première tranche a été construite, c'est le lotissement Ferré, qui est à côté du gymnase. La deuxième phase, c'est la rue Amiral Villarène, qui a été construite ici. La troisième phase ici n'a pas été construite. Voilà. Il a été construit la gendarmerie, et puis le supermarché, et puis le lotissement s'est arrêté. Le lotissement s'est arrêté parce que ça avait été confié à un aménageur, qui était Roussillon, qui était la CEMER. C'était une société qui dépendait du conseil départemental. Elle a fait le plus facile, et quand elle s'est heurtée au plus difficile, elle a arrêté. Elle a fait des travaux dans d'autres lieux du département, mais surtout elle a fait faillite. Donc ça a été repris à l'époque par une autre société, la société d'aménagement, qui dépend du département, et qui a repris le dossier. Sauf que ce dossier n'a jamais avancé. Donc c'est un dossier qui était très important pour la commune à ce moment-là, et qui reste important pour la commune. C'est un dossier, je le rappelle, qui a été validé par les 4 maires qui se sont succédés. M. Red l'a porté, M. Beck l'a défendu, M. Rouille a essayé de le promouvoir, et M. Red, sur son dernier mandat, a essayé de le faire avancer, et puis nous sommes arrivés, nous avons réussi à le débloquer. Non pas parce qu'on est meilleur, on l'a débloqué parce que c'est un dossier qui traînait depuis tellement de temps que tout le monde a fait un peu de concession, et on est arrivé à débloquer le dossier. Mais pour débloquer ce dossier, ça a coûté de l'argent à la commune. Voilà. Ça, c'est un premier point par rapport à ce lotissement. Pourquoi ce lotissement nous intéresse particulièrement? Parce que quand on fait un diagnostic sur la ville de Bagnols-sur-Mer, et c'est un diagnostic qui est partagé, qui est unanime, on me dit, et à juste raison, moi je suis d'accord, on me dit, les jeunes s'en vont, il y a trop de locations saisonnières, on ne peut plus se loger, les loyers sont chers, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une commune très attractive, et merci aux personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent habiter chez nous, mais on se trouve dans une commune qui, quelque part, interdit, par sa conception, par le fait de surenchère immobilière, interdit aux jeunes et aux revenus intermédiaires d'habiter Bagnols. Et ça, c'est un diagnostic qui nous embête beaucoup. Je rappelle que cette année, on ferme une classe. Donc ça veut dire qu'on perd des enfants, on perd des élèves, on perd notre jeunesse. Donc comment essayer de régler ce problème? Il nous a semblé important de relancer ce lotissement à travers un concept un peu différent. Le premier concept, c'est de travailler sur les BRS, bail solidaire et réel et solidaire. Réel et solidaire. Les acronymes, j'ai fait toujours le. Voilà. Réel et solidaire. En gros, je vais vous l'expliquer à ma façon, c'est un système comme une coopérative foncière. Une coopérative foncière achète des terrains, construit des maisons et vend ces maisons à des personnes sur des revenus intermédiaires. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont pas assez de revenus pour devenir propriétaires à Bagnols-sur-Mer, mais trop de revenus et qui ne souhaitent pas vivre dans des logements sociaux et qui, quelque part, à un moment, se voient contraints de quitter la ville parce qu'ils ne peuvent plus devenir propriétaires. Et on ne peut pas dire que c'est quand même pas un rêve, une envie des uns et des autres de devenir propriétaire de son logement. Donc, ce bail solidaire, réel et solidaire permet aux propriétaires d'être propriétaires de leur logement et pas du terrain. C'est attribué sous des conditions de revenus, bien entendu, avec des facilités. Exonération de la taxe foncière pendant, je crois, 15 ans, hein, Thibaut, c'est ça, 15 ans. Accès à des prêts bonifiés à taux zéro et d'autres prêts, avec un accompagnement bienveillant des banques qui permet à ces personnes d'accéder au crédit et de pouvoir devenir propriétaires. Ils deviennent propriétaires si un jour ils veulent revendre leurs biens,
soit ils revendent à des personnes dans les mêmes conditions qu'eux, soit la coopérative rachète et remet en vente, ces habitations. Ça permet à des personnes de rembourser leurs emprunts qui correspondent plus ou moins à un loyer, mais ça leur permet dans 10 ans, dans 15 ans, ou s'ils veulent rester toute leur vie et transmettre à leurs enfants, il n'y a aucun souci. Mais s'ils veulent dans 10 ans, dans 15 ans, dire oh, bon, écoutez, moi je peux faire une maison plus grande, différente, à un autre endroit, etc. etc. On connaît tous les complications d'une vie, eh bien, ils peuvent revendre, sauf qu'ils ont payé, ils ont remboursé un prêt plutôt que de payer un loyer, et ils récupèrent un capital qui leur permet de rebondir. Ça, c'est le premier point qui nous paraît... Sans spéculer. Sans spéculation. Sans spéculation. Ça, c'est un premier point qui nous paraît extrêmement important parce que les terrains qu'on a vendus sur d'autres lotissements que la commune a fait, les personnes ont acheté des terrains, ont construit, et puis 2 ans après, ils ont vendu parce qu'ils ont eu une plus-value importante et ils n'ont pas payé de plus-value parce que c'était des résidences principales. Donc ça permet, non pas de combattre, mais ça permet de contenir. Ça permet surtout, ça s'adresse à des jeunes couples avec des enfants qui vont amener des enfants de la jeunesse en notre ville. Ça, c'est le premier point extrêmement important. Le deuxième point important, il concerne l'environnement. Parce que ce terrain, il a été soumis à l'ADREA, à tous les services environnementaux du département, qui ont bien entendu validé le permis, avec des obligations environnementales, puisque la commune a dû acheter plus de 30 hectares de terrain dans d'autres lieux, et s'est engagé, à travers ce lotissement, quand il commencera, à avoir une démarche environnementale pour entretenir ces espaces, pour pas qu'ils se ferment, et pour que la biodiversité puisse s'installer. Pense aux lézards ocellés, aux pinceaux, on fait tout un tas d'animaux qui vivent là-bas et qui pourront retrouver des lieux là-bas. Donc c'est 450 000 €. Voilà. Donc la biodiversité fait partie aussi d'une première préoccupation. Et puis, le CCS, qui est propriétaire d'à peu près 1,5 hectare de terrain, va bénéficier, en contrepartie de céder ces terrains, de 500 mètres carrés de logements bâtis qui permettront au CCS de les louer. Et comme le CCS ça ne sera pas loué à vocation complètement sociale, mais ça sera loué sur des prix intermédiaires qui permettront à des personnes d'accéder à la location à des logements neufs avec des loyers supportables pour leur bourse. Voilà, donc ça c'est les 3 contraintes fortes qu'a ce projet. Ensuite, nous avons sur les anciens projets, ici, rappelons-nous que ce projet c'était que des vignes, tout ça. Tout ça, c'était que des vignes. Et donc, les vignerons à l'époque ont cédé les terrains contre des dations. Dation, ça veut dire, je te donne un morceau de terrain en friche et tu me rends un morceau de terrain à bâtir, bien sûr, avec un pourcentage de 1%. Là, nous devons des dations. Nous avons 7 familles de Bagnols-sur-Mer, depuis plus de 30 ans, qui attendent leur terrain et qui ne les ont pas. Merci à eux d'avoir été si patients. Mais là aussi, la ville est une ville d'honneur. Et nous tiendrons notre parole, donc nous donnerons de la chose. Donc on est sur un dossier extrêmement complexe. On a travaillé avec le cabinet Galcieux, qui a fait une étude sur ce dossier, qui a déposé un permis d'aménager. Thibault vous en parlera mieux que moi. Et ce permis d'aménager, il a évolué. Quand nous avons pu récupérer ces terrains qui étaient sous la houlette de la société mixte départementale, nous avons dû négocier avec M. Gimeno, nous avons dû négocier avec la famille Reich, de manière à ce que tout ceci rentre dans le projet du lotissement, parce qu'un lotissement trop étrié à ce moment-là, avec les pentes qu'il y a, c'était absolument irréalisable. Et puis Thibault vous expliquera que ce lotissement ne peut se concevoir qu'avec une vue d'ensemble, un aménagement d'ensemble par rapport à ce lotissement. Ce lotissement, quand on est arrivé au bout de l'étude et quand on a eu le permis d'aménager, bien entendu qu'on pensait pouvoir le réaliser nous-mêmes. Sauf que les prix du départ, il y a 7 ou 8 ans en arrière, et les prix maintenant de conception de ce lotissement ont pratiquement doublé, voire triplé. Donc on est sur un lotissement qui est cher, qui représente plus de 15 ou 20 millions d'euros. Moi, je n'ai pas souhaité, et quand je dis moi, la totalité de la municipalité qui m'entoure, les adjoints et les conseillers municipaux, n'ont pas souhaité engager la ville sur des sommes pareilles, parce que c'était prendre un risque important, parce qu'autant on est capable de faire un petit lotissement d'une dizaine, quinzaine de parcelles et de les réaliser nous-mêmes, autant sur un lotissement avec tant de parcelles, c'est quand même plus d'une centaine de logements, on ne sait pas faire. Moi, je ne suis pas agent immobilier et je ne sais pas faire ça. Donc, on a lancé une consultation
de manière à trouver un aménageur, pas un promoteur, un aménageur. Est-ce que quelqu'un est intéressé dans la région pour aménager ces terrains? Donc on a lancé une consultation qui nous a permis d'avoir quelques pistes, et suite à cette concertation, on a lancé un appel d'offres pour désigner un aménageur. Cet aménageur étant désigné, il a comme charge, en plus des travaux qu'il doit faire, il a le BRS à mettre à disposition. Et je rappelle que quand on fait un BRS, la coopérative foncière, elle ne va pas acheter le terrain au prix fort. Ça veut dire qu'elle va acheter le terrain à des prix beaucoup plus bas que l'ensemble du lotissement, et ça sera compensé par les autres propriétaires. Voilà. Donc le BRS, qui aura une charge pour elle, l'aidation, c'est aménagement de terrain avec 0 recette, la construction de 500 mètres carrés pour le CCS, je le rappelle, et la réalisation de 450 000 € de travaux pour répondre aux exigences de l'Adréal, et la part de la commune, puisque la commune, il faudra bien que la commune qui a investi déjà presque 600 000 € pour acheter les terrains, plus de 300 000 € des études, plus d'autres contraintes, il faudra bien que la commune, à un moment, récupère aussi l'argent qu'elle a mis. Voilà. Donc tout ceci est un projet extrêmement complexe, mais ce projet, il rentre dans un projet beaucoup plus global. Ce que je voudrais vous expliquer, chers amis, c'est que on a placé cette mandature sous la mandature de la transmission. Quelle ville voulons-nous céder aux générations futures? Est-ce qu'on veut céder une ville sous cloche qu'avec des personnes propriétaires qui refusent que les autres habitent ici? Est-ce qu'on veut céder une ville attractive où il y a une mixité sociale, une mixité intergénérationnelle avec des personnes les unes plus jeunes que les autres, de manière à faire vivre cette ville? C'est ça qu'on est allé chercher. Et je vais prendre 2 secondes pour vous dire qu'on défend le projet du lotissement du Cerise, même s'il est controversé, parce qu'à l'intérieur, il y a 30 terrains à bâtir, mais il y a aussi 10 lots de BRS. Ça veut dire que c'est 10 lots qui se rajoutent à ceux du lotissement de la rectorie que nous sommes en train de faire maintenant, qui permettront, donc ça fait 20 lots pour des familles qui pourront habiter Banyuls. On défend, on a réussi avec Roussillon Aménagement, à faire construire 5 villas, accession à la propriété avec des PLA, avec des conditions. Là aussi, ce sont 5 familles qui pourront accéder à la propriété dans des villas chouettes, avec des garages extrêmement sympas, et qui n'auraient pas pu accéder à la propriété sinon. Donc vous imaginez que le terrain, les 500 mètres carrés d'appartements qui doivent représenter peut-être une dizaine d'appartements par le CCS vont être loués à des prix intéressants. Donc ça fait 20 plus 5 plus 10, ça fait déjà 45 logements. On est en train de travailler également sur le cœur de ville pour récupérer des immeubles qui sont en mauvais état, de manière, avec la Banque des Territoires, pouvoir faire une proposition pour qu'on puisse réhabiliter ces immeubles et y loger des personnes de manière à offrir des logements au cœur de ville. Et puis, un dernier sujet, qui est le sujet de la maison de la santé sur lequel nous sommes en train de travailler sur la résidence Paul Rech, où en bas il y aura des bureaux, des cabinets médicaux, mais au-dessus il y aura une vingtaine d'appartements aussi gérés par le CCAS avec des loyers soit achetés, soit en loyer, qui permettront à des personnes d'accéder. Donc en vérité, ce projet de territoire, ce projet de transmission nous permettra de mettre sur le marché environ 70 logements qui seront accessibles à des revenus intermédiaires et à des personnes qui, si ça ne se fait pas, après ça ne se fait pas, eh bien, ils vont partir de Banyuls. Après on peut dire, moi je suis très heurté parce que je sens beaucoup d'égoïsme de temps en temps. J'ai une belle maison, je ne veux pas de voisins, je ne veux pas qu'on passe en voiture devant chez moi et j'empêche tout le monde de construire. Non, ce n'est pas comme ça que je conçois la solidarité, le vivre ensemble et le développement de Banyuls-sur-Mer. Moi, je ne veux pas qu'on mette Banyuls sous cloche. Je veux que Banyuls continue à vivre, continue à se développer. Attention, quand je dis se développer, on a 5000 habitants, on aura 5500 habitants à la fin. Donc on ne parle pas d'un développement exponentiel comme j'entends à droite à gauche. Mais c'est nécessaire pour qu'on puisse conserver à Banyuls la mixité sociale et surtout la mixité intergénérationnelle. Monsieur Renard, expliquez-nous un petit peu tout ceci parce que c'est quand même très complexe. Moi je suis très volubile, mais dans le détail, expliquez-nous. Oui, alors dans un détail un peu caricatural, il est vrai donc que le POS, avant qu'il soit converti en PLU, fléchait déjà cet espace comme étant une zone à urbaniser. En suivant, donc, on est passé sous le régime du plan local d'urbanisme,
qui a été approuvé en février 2018, qui a donc conservé cet espace comme étant zone à urbaniser prioritaire chronologiquement, avec évidemment une orientation d'aménagement et de programmation, donc une OAP, qui permettait aussi donc de présenter les grands principes d'aménagement, à savoir un projet d'ensemble, une opération d'ensemble, qui venait englober la ZAC résiduelle, qui faisait donc l'objet des dations, qui était donc en attente depuis tant d'années, et une OAP qui venait aussi présenter tous les grands principes liés notamment à la densité ou à la typologie, tout en respectant bien sûr une servitude d'utilité publique qui est inconditionnelle dans les PLU, celle portant sur la mixité sociale. Donc à partir de ces documents-là, a été déposé un permis d'aménager communal. Il était toujours plus intéressant que ce soit la commune qui ait une mainmise sur les conditions d'aménagement, les conditions et les modalités d'aménagement de cet espace, qui a été délivré le 10 juin 2022, à savoir qu'un acte d'urbanisme pour un permis d'aménager a une durée de validité de 3 ans, donc 10 juin 2022 jusqu'à 10 juin 2025, c'est-à-dire qu'on l'a d'ores et déjà dépassé. Et évidemment, avant ça, on avait pris le soin de proroger cette autorisation d'urbanisme en bonne et due forme, et cette prorogation porte sur 1 année dans un premier temps. Elle est prorogeable encore 1 année si on le souhaite, si c'est nécessaire. Donc on a une durée de validité jusqu'au 10 juin 2026, en sachant que aussi il y a une directive législative qui est toute fraîche de 30 jours, qui désormais, dans une fenêtre chronologique donnée, et c'est le cas pour notre permis d'aménager, porte la durée de validité de l'acte à 5 ans. Donc en plus de cela, on a une majoration nationale qui porterait la validité de cette autorisation au 10 juin 2027, hors prorogation permise. Donc il y a de la marge de manœuvre, et si on est encore dans la durée de validité, ça veut dire que c'est une autorisation qui est toute fraîche quand même, qui est dans une époque très récente, et c'est important de le dire puisque ce PA, il a fait l'objet au préalable, en amont, de multiples rencontres avec l'ensemble des institutions gouvernementales qui se sont donc prononcées sur la valeur environnementale notamment de ce projet. Et donc tout à l'heure, monsieur le maire a évoqué l'autorisation de la DREAL, qui est le bras armé de l'État en matière environnementale et aussi de logement. La DREAL a quand même donc délivré en 2021 un arrêté préfectoral dérogatoire quant à la protection de faune et flore qui sont recensés et quand même protégés sur le site du permis d'aménager. Ça veut dire concrètement qu'on avait l'autorisation de venir bousculer cet écosystème uniquement si on s'engageait via une convention de coopération que l'on a contractée avec le Conservatoire des espaces naturels et sensibles de l'Occitanie. Donc si on s'engageait à retrouver cet équilibre naturel et environnemental sur un site déporté, plutôt sur la partie sud de la commune, totalement naturel et ou naturalisé. Donc, on l'a dit, avec cette convention, on a divers engagements, et notamment une déclinaison sur 30 années d'exercice pour favoriser grandement la préservation de toutes les espèces reconnues, faunistiques et floristiques, développer les habitats naturels, bien sûr, et s'assurer de retrouver l'ensemble des références qui apparaissent donc dans l'arrêté préfectoral. Des références très importantes, une liste assez extrêmement complète. Donc cette convention elle va nous permettre d'investir. C'est ce qu'on a commencé à faire, c'est important de le dire. C'est une convention qui se décline en 4 phases, et les premières phases, au-delà de la convention elle-même et des engagements sous signature, c'est qu'on a quand même préempté, on a acheté, on a acquis donc une somme de parcelles, pour des parcelles bien sûr avec une superficie qui est bien plus importante que la superficie qui fera l'objet du permis d'aménager. Donc
pour satisfaire les besoins du conservatoire des espaces naturels et sensibles et évidemment les exigences de l'ADREAL. Donc on a acquis ces terrains et ces terrains, c'est ceux-là qui vont servir donc de support en l'occurrence sur les 30 années projetées qui font l'objet donc de tout un cahier des charges. Et bien on a toute une somme de missions à notre charge qui se chiffre, monsieur le maire a évoqué 450 000 €. Je peux aller plus loin puisque si je mets également la prestation intellectuelle du conservatoire qui vient enrober ce travail de gestion de la convention, on n'est pas loin du demi-million d'euros. Donc l'investissement il est conséquent, évidemment il est étalé et lissé sur les 30 prochaines années à minima, mais voilà, l'engagement est quand même consciencieusement important. Ce que je peux dire de plus, c'est qu'on a également bénéficié, en suivant l'obtention du permis d'aménager, d'une autorisation DLE, c'est-à-dire dossier loi sur l'eau. Et ça c'est également important, c'est une donnée environnementale qui fait la différence, qui est d'abord une obligation. Et ce dossier loi sur l'eau, concomitamment à l'avis favorable avec réserve de la MRAE, donc la mission régionale pour l'autorisation environnementale, qui est vraiment le garde-fou en la matière, nous a donc délivré cette autorisation qui a été également prorogée et qui va courir donc jusqu'à juillet 2026. Voilà. Ça veut dire que donc on a obtenu en amont absolument toutes les autorisations administratives en matière d'urbanisme, environnement et patrimoine, pour pouvoir prétendre à la construction et à la réalisation de ce permis d'aménager. Ce que j'aimerais dire aussi en complément, c'est que cette OAP, qui a été approuvée dans le cadre donc du plan local d'urbanisme en 2018, cette OAP, ce zonage en 1 à U1, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il est évident que ça a été aussi validé préalablement par le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui existe depuis quelques années, qui a vécu également une première révision. Donc on avait un premier document originel, on en a eu un second à travers cette première révision, et ça veut dire que ces deux documents également, concomitamment au nôtre, ils venaient flécher également l'intérêt de pouvoir aménager cet espace. Transversalement à ces projections SCOT, la communauté de communes qui a absorbé la compétence habitat, donc la communauté de communes, la CCA-CVI, la communauté de communes locale, a rédigé un plan local d'habitat, un PLH communautaire, qui est applicable sur la tranche 2022-2027 et qui faisait état donc déjà aussi de ces projections, qui allaient beaucoup plus finement sur le nombre de logements, celui du parc existant bien sûr. On a parlé que la politique du logement elle se décline aussi sur l'aspect rénovation qui est très importante aujourd'hui, et donc sur la construction nouvelle bien sûr. Et donc on avait une projection quand même de 350 logements sur cette période, en mobilisant donc ce nouveau tissu urbain. 350 logements, on ne les a jamais atteints. C'est important de dire que donc on était vraiment en deçà de tous les objectifs territoriaux qui nous sont supérieurs hiérarchiquement, et que finalement donc Bagnols-sur-Mer était une des communes, on n'est pas les seuls sur ce territoire communautaire qui était beaucoup plus vertueuse en termes de consommation d'espace et qui avait donc une marge de manœuvre plus importante de fait, et qui pouvait aussi se permettre donc de se projeter sur des projets de cette ampleur-là. Je crois que j'ai beaucoup parlé sur le sujet. Ça veut dire que derrière, on a enchaîné, donc, sachant qu'on ne pouvait assumer l'exécution de ce lotissement pour toutes les bonnes raisons qui ont été évoquées par monsieur le maire et pour une conjoncture économique qui nous a remis à notre place. Voilà, dont la réalité a été difficile à accepter, et bien on a décidé de partir sur une solution de concession d'aménagement. Oui, tout à fait. L'idée de partir sur cette concession d'aménagement, c'était, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure,
de s'assurer qu'on puisse avoir des professionnels aguerris qui s'occupent de ce lotissement. C'est évidemment des compétences qu'on ne peut pas avoir en interne, ce n'est pas le métier d'une mairie. De ne pas soumettre la commune à un risque économique qui serait exagéré, puisqu'on est sur un lotissement qui s'élève à plusieurs millions d'euros, donc en cas d'échec du lotissement, ce serait vraiment très complexe pour la ville. Donc on le confie à un aménageur par le biais de ce qu'on appelle une concession d'aménagement. Et si vous voulez, monsieur le maire, je vais peut-être faire une précision sur qu'est-ce qu'on a demandé nous dans le cadre de cette concession et qu'est-ce que le candidat qui a été retenu nous propose. Comme ça permettra aussi aux Bagnoulins de savoir un peu à quoi ressemblera ce lotissement. Alors évidemment, on est au tout début de la procédure, donc je vais déjà faire un point sur ce que nous on a demandé, c'est-à-dire nos impératifs sur lesquels on n'a pas souhaité faire de concession, sans faire de mauvais jeu de mots du coup. Sachant que on est sur un lotissement qui est très contraint, on a vraiment pressé nos candidats pour qu'ils répondent à nos exigences. Donc monsieur le maire en a parlé. Le premier souhait évidemment c'était le volet humain de ce lotissement, puisqu'on souhaitait avoir et des appartements pour notre CCAS qui pourraient être ensuite mis à la location et des logements en BRS que monsieur le maire a expliqué, donc pour qu'on ait des primo-accédants aussi qui puissent s'installer, mais pas que. Donc la récupération également des anciennes dations, donc on va dire notre héritage de l'ancienne ZAC qui nous permettait d'honorer la parole qui avait été donnée il y a plus de 30 ans aux personnes qui étaient censées obtenir donc des lots viabilisés en échange des terrains qu'ils avaient donnés pour la ZAC. Donc ça, on va honorer cette parole-là. Ce qu'on demande également à notre aménageur, et c'est très important parce que c'est pas si évident que ça, c'est de finaliser toute la maîtrise foncière de notre lotissement. Donc on a entamé des démarches qui vont être reprises par l'aménageur et on a mené des négociations avec des propriétaires privés qui ont été évoqués tout à l'heure, pour lesquels on demande à l'aménageur de récupérer également tous les engagements qu'on avait pris auprès de ces personnes privées. Et ce qui nous a semblé vraiment très important, c'est que l'aménageur s'engage à associer la commune à toutes les étapes de réalisation du lotissement. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de confier ce lotissement à un aménageur et de dire « bon, mais nous, on a fait ce qu'on a pu, débrouillez-vous », pas du tout. L'idée, c'est qu'on soit associé à chaque étape pour pouvoir nous driver d'une certaine manière l'issue de ce lotissement et s'assurer du début à la fin que ça répondra à nos exigences. Donc ça nous a paru très important. Et du coup, ce que le candidat nous a proposé, en tout cas le candidat qu'on a retenu, c'est donc 70 lots de terrain à bâtir qui feront à peu près 400 mètres carrés en moyenne. Donc ça, ce seront des lots qui seront mis à la vente. Les fameux donc 10 logements en BRS, où on aura donc 8 logements en BRS qui seront construits sous la forme de villas, puisque c'était notre souhait initial, et 2 qui seront en tant qu'appartements. Donc ce sera certainement des appartements en T4. Après ça dépendra des différents pourparlers qu'il y aura avec la commune. Sur les points de détail, on avancera progressivement. On a ensuite donc 10 lots de terrain qui sont en dation, on en a parlé, donc l'héritage de l'ancienne ZAC, plus 7 dations supplémentaires qui seront conclues avec les 2 propriétaires fonciers actuels du lotissement. Puisque du coup, c'est ces personnes-là qui vont nous vendre leur terrain pour qu'on puisse réaliser le lotissement, n'ont pas souhaité être payés, mais obtenir plutôt en échange des lots viabilisés pour pouvoir construire ensuite. Donc c'est ce qui sera fait. On aura ensuite du coup 500 mètres carrés de surface de plancher pour les appartements CCAS. Et enfin, on aura 2 macro-lots de petits collectifs qui feront à peu près 5500 mètres carrés, qui permettra d'avoir différentes typologies d'appartements sur ce lotissement-là. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Et ensuite, donc, comme je l'ai expliqué, on avancera progressivement sur les points de détail de ce lotissement. Merci. Juste un dernier rappel, c'est que ce lotissement, il respectera le règlement du PLU, c'est-à-dire c'est toit en tuiles, c'est pas des immeubles, c'est des petites maisons imbriquées les unes dans les autres, voilà, donc qui correspondent à l'esprit catalan et à l'esprit de Wagnes-sur-Berre, et il sera soumis aussi à l'avis des architectes des bâtiments de France, qui ne manquera pas de nous éclairer avec un avis précieux. Voilà, merci de nous avoir écoutés.